Vous savez, ça m'arrive parfois de me demander de quelle façon les gens découvrent leurs œuvres préférées. Est-ce qu'ils ont vu une scène sur TikTok qui a attiré leur attention? Est-ce qu'ils ont été poussés par une recommandation d'un ami ou d'un inconnu sur Twitter? Ou est-ce qu'ils ont simplement été tentés par quelque chose en épluchant le catalogue d'un service de streaming? Personnellement, j'ai découvert l'anime dont je vais vous parler d'une façon de plus en plus fréquente, mais très particulière à mon sens, par la musique. On est les premiers à avoir des frissons dès que Yusei Run joue en fond d'une scène de My Hero Academia, mais je veux vraiment que vous réalisiez à quel point c'est un point primordial pour la réussite d'une série. La musique nous accompagne dans toutes les scènes et son rôle est d'illustrer l'ambiance générale et traduire le monde qu'on découvre derrière notre écran. Si elle est mauvaise, elle nous sort purement et simplement, et si elle est bonne, elle peut faire prospérer la popularité d'une œuvre, même des années après sa fin. Et comme je vous le disais, j'ai découvert l'anime d'aujourd'hui grâce à la musique, et plus précisément grâce à un artiste. Je considère que c'est une légende de la musique, qui a vraiment contribué au monde de la musique tel qu'il existe aujourd'hui. Cette légende s'appelle Jun Seba, mais il est plus connu sous son nom de DJ, Nujabes. Jun Seba est un musicien japonais né en 1974 à Tokyo. Avant de se lancer vraiment dans la musique, il tient un magasin de disques dans la capitale. Grâce à son métier, il a accès à des imports, à une époque où c'était compliqué d'en obtenir puisque pas d'internet. Il écoute de tout, du jazz, du hip-hop, du rap, etc. Grand fan de Nas, un rappeur américain, il finit par sampler certains de ses morceaux, les compresser sur un vinyle et les glisser dans les bacs de sa boutique. Comme Tokyo est une très grande ville, et c'est un euphémisme, il y avait des chances que quelqu'un tombe dessus et se demande qui est ce fameux Nujabes. Au fil des années, il multiplie les collaborations avec certains artistes et affine son style, samplant des jazzmen comme Miles Davis, un genre musical unique qui mixe jazz, hip-hop, rap, et qui donne franchement l'impression par moments que ce qui passe dans nos écouteurs n'est pas seulement de la musique, mais carrément de la poésie. C'est un artiste que j'ai personnellement découvert au détour d'une playlist, avec le morceau Lady Brown. Par la suite, j'ai écouté une bonne partie de sa discographie, notamment ses 2 premiers albums, et je peux dire sans aucune hésitation que Nujabes est l'artiste avec le style le plus reconnaissable, et avec les morceaux qui m'ont le plus frappé. Les titres de Nujabes peuvent vous accompagner autant durant vos sessions de travail en hiver que pendant vos promenades en été. Malheureusement, Jun Seba décède prématurément des suites d'un accident de voiture le 26 février 2010, soit il y a 14 ans presque jour pour jour. Il laisse derrière lui un héritage musical incroyable et une scène musicale japonaise en deuil. Certains artistes ont essayé de reprendre le flambeau qu'a laissé Nujabes, comme DJ Okawari par exemple, mais force est de constater que le genre est un peu parti avec lui. Quand je parle d'héritage musical, je pense que c'est encore plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Son premier album est considéré comme ce qui a donné naissance au genre entier du lo-fi, et le flow de la plupart de ses morceaux ont été repris par beaucoup de rappeurs des années plus tard. Donc on peut dire qu'il est directement ou indirectement la cause d'un grand changement dans le monde de la musique. Mais pourquoi je vous parle de lui? Bah, il y a 3 raisons à ça. La première, c'est que j'admire beaucoup Nujabes. C'est un artiste qui pendant toute sa carrière n'a suivi que ses inspirations et a fait les choses uniquement comme il le sentait. Il proposait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il trouvait manquant au monde de la musique. Je trouve que l'art a d'autant plus de saveur quand il est fait à l'instinct, et c'est quelque chose qui me parle personnellement. La deuxième, c'est que je veux que vous découvriez le travail de ce génie. Je vous conseille ses 2 premiers albums, Metaphorical Music, qui est considéré comme un album précurseur, avec certes des morceaux un peu abstraits, mais aussi des sons plus concrets et qui donnent vraiment envie de bouger. Model Soul, qui est un album beaucoup plus abouti avec beaucoup plus de morceaux entre guillemets mainstream, et un Nujabes au sommet de son art, et enfin l'exalogie Lufsic, qui a été achevé à titre posthume. Pour l'anecdote, le dernier morceau de l'album a été créé après le décès de Jun Seba, à partir d'enregistrements audio qui ont été trouvés dans son téléphone. Je vous laisse imaginer la qualité d'un audio trouvé dans un téléphone à cette époque. Et la troisième raison, c'est qu'on parle surtout d'anime ici. Et dans toute cette discographie, Nujabes a très largement contribué à la bande originale de l'anime dont je vais vous parler aujourd'hui, un anime aussi philosophique que drôle, qui montre autant de bagarres que de poésie, et qui raconte une épopée à travers tout le Japon, Samurai Champloo. Cet anime est excellent par bien des aspects et j'ai un peu honte de dire que je ne l'ai regardé que très récemment. Néanmoins, il n'est jamais trop tard pour découvrir de bonnes œuvres et je suis ravi de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à être aussi pris par une œuvre aussi ancienne, elle va avoir 20 ans cette année, mais derrière une histoire un peu simple peuvent se cacher bien des surprises. Samurai Champloo est un animé de 26 épisodes, diffusé pour la première fois entre le 19 mai 2004 et le 19 mars 2005. Il s'agit du 2e animé avec à la réalisation Shinichiro Watanabe. Son coup d'essai était un petit animé de science-fiction pas très connu, ça s'appelle Cowboy Bebop, je vous invite à vous renseigner dessus si vous ne connaissez pas. Le plus curieux à propos de Samurai Champloo est peut-être le choix des différents artistes qui y ont contribué. Comme je le disais, Nujabes est derrière la grande majorité des musiques, notamment l'opening et l'ending, mais le studio a aussi été chercher d'autres producteurs un peu underground, comme Fat John, le duo Force of Nature, ou la chanteuse Minmi. Pour l'histoire, on suit Fu, une jeune fille de 14 ans qui part à la recherche d'un homme mystérieux, un certain samouraï qui sent le tournesol. Dans sa quête, elle sera accompagnée par 2 guerriers un peu spéciaux, Mugen et Jin. Ils traversent donc une bonne partie du Japon durant une version un peu modifiée de l'ère Edo. On apprendra à mieux connaître ces personnages et les motivations de Fu au fur et à mesure de leurs aventures. Certaines d'entre elles nous montreront des fragments de leur passé, et d'autres nous permettront de mieux cerner leur façon de penser et leur comportement.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une parenthèse très vite fait sur la façon dont j'ai regardé Samouraï Champloo. Et j'ai pas peur de le dire parce qu'on a toujours été un pays qui a mis le paquet là-dessus, mais je l'ai vu en VF. Et il faut dire ce qui est, la VF est excellente. Qu'il s'agisse de la retranscription des dialogues du japonais au français ou du choix des comédiens de doublage, tout est parfait. Tanguy Goasdoué, Emmanuel Gradil ou Chantal Barouin ont tous les trois fourni un travail extraordinaire pour animer leurs personnages, vous pouvez regarder en français les yeux fermés, faites-moi confiance. Un des plus gros points forts de Samouraï Champloo réside dans l'attachement qu'on a très vite envers les trois personnages principaux, mais aussi envers ceux qu'ils croiseront durant leur voyage. Pour chaque homme, femme ou enfant que les héros croiseront, une petite histoire et un passé leur a été écrit. De ce fait, il est impossible de rester indifférent aux différentes péripéties qui leur sont associées. Si l'histoire est certes un peu simple, les personnages qui la vivent nous donnent envie de voir comment ils vont arriver à leur but respectif. Chacun est fort en apparence, mais possède en réalité des failles qu'ils chercheront à cacher par instinct de survie. Les héros sont d'autant plus intéressants que Mugen et Jin, les deux samouraïs qui accompagnent Fu, sont deux personnages que tout oppose. Déjà de par leur personnalité, Jin est calme et réfléchi, Mugen est impulsif et violent, mais aussi de par leur style de combat. Jin vient d'un dojo où il a appris des techniques de combat et il a un style de combat assez propre, et Mugen donne juste l'impression d'être un sauvage qui frappe uniquement à l'instinct. L'opposition entre deux membres d'un même groupe n'a rien de spécialement original, je trouve même que c'est un poncif qu'on voit un peu trop souvent pour tout et pour rien, mais faites-moi confiance, si vous n'avez pas vu Samouraï Champloo, vous ne détesterez ni l'un ni l'autre. Ils sont davantage complémentaires qu'ennemis et ils le réaliseront eux-mêmes durant ce voyage. Jin est ce qu'on appelle un ronin, c'est-à-dire un samouraï qui n'a plus de maître. Et on l'apprendra très tôt dans l'histoire, il n'a pas seulement perdu son maître, il a tué son maître. Les raisons de son acte vont rester floues très longtemps, mais ce qui nous frappe c'est qu'il cherche à oublier cette histoire, quitte à tourner le dos au dojo dans lequel il a été formé. A l'inverse de lui, Mugen a décidé d'abandonner une certaine vie pour pouvoir vivre plus simplement en tant que pur vagabond. Il a décidé d'embrasser cette liberté, persuadé de vivre une meilleure vie de cette façon. Donc d'un côté quelqu'un qui fuit, de l'autre quelqu'un qui assume ses choix et qui vit dans l'insouciance la plus totale. Fu est aussi un cas intéressant. Elle semble être une jeune fille sans histoire et on ne sait pas vraiment pourquoi elle recherche ce fameux samouraï qui sent le tournesol. C'est pourtant cette quête un peu nébuleuse qui lui permettra d'apprendre à se connaître et à découvrir le monde tel qu'il est réellement. Aux côtés de Mugen et Jin, elle découvrira le Japon tel qu'il est vraiment, avec sa beauté mais aussi sa face très sombre. Ça on y vient dans pas longtemps. Mais plus que voyager avec eux, elle grandit avec eux. Comme Mugen et Jin sont très différents dans leur façon de voir la vie, ils représentent aussi deux voies différentes pour elle. Bref, chacun des personnages est un peu un bras cassé à sa façon, à cause de la stupidité de Mugen, de la naïveté de Fu, ou juste de quelque chose que Jin n'a pas prévu, mais ce sont ses imperfections et ses moments comiques qui les rendent attachants. Ils vivent comme une famille pendant ces 26 épisodes, et c'est la seule impression qu'on a en les regardant. Je peux pas passer à côté si je veux vous convaincre de lancer Samouraï Champloo, l'animation et plus précisément la chorégraphie des combats est une des meilleures que j'ai pu voir. Je sais que quand je parle de très bons combats, c'est surtout pour parler de ceux de Naruto, mais là ce serait clairement un crime si je passais à côté. Et vous le savez aussi si vous suivez la chaîne, autant je ne suis pas un bandeur de combat, autant j'adore remarquer à quel point ils peuvent être bien faits. Comme je le disais un tout petit peu plus tôt, Mugen et Jin ont deux styles de combat très différents, et ça donne toujours des scènes de combat mémorables, quand ils se battent contre une foule de soldats, ou même quand ils s'affrontent entre eux. Le mot-clé à retenir quand on parle de l'animation des combats de Samouraï Champloo, je pense que c'est fluidité. Chaque combat est nerveux, pour appuyer le talent au sabre de chacun des personnages, les enchaînements sont rapides, violents, mais surtout le plus important, ils sont compréhensibles. Les combats sont beaux avant tout, chaque échange est difficilement oubliable grâce au travail du studio. En dehors des combats, le style d'animation ancre l'animé dans les années 2000, c'est une patte vraiment reconnaissable et qui donne un cachet que j'adore personnellement. Maintenant, on va s'intéresser à la façon dont les aventures nous sont racontées. Un peu de la même façon que Cowboy Bebop, tous les épisodes ne sont pas reliés par un fil rouge. La quête du samouraï qui sent le tournesol reste au centre des préoccupations de chacun, mais pour l'atteindre, il découvre de nouveaux lieux, rencontre de nouvelles personnes ou à l'inverse de vieilles connaissances qui vont réveiller certaines blessures. Si tous les épisodes ne sont pas fondamentalement importants si on ne se soucie que de la quête de Fu, chacun possède une ambiance unique. Certains sont tristes, d'autres sont entièrement comiques, et certains sont complètement random. Un des épisodes les plus connus de l'animé est celui où ils font un match de baseball contre des Américains. Mais on va prendre un de mes épisodes préférés en guise de démonstration, on va parler de l'épisode 11. Dans cet épisode, Jin fait la connaissance d'une femme qui est destinée à finir dans une maison close, car elle a été vendue par son mari pour régler ses dettes. C'est un de mes épisodes préférés parce que c'est un de ceux qui m'ont le plus touché. Il est entièrement centré sur le personnage de Jin et à quel point il est capable d'être humain derrière son air impassible. Chaque épisode raconte une histoire qui vaut la peine d'être suivie de par leur aspect comique, mélancolique ou plus simplement pour leur importance pour la trame principale. Si jamais vous êtes du genre à esquiver les fillers en temps normal, dites-vous qu'ici vous allez forcément vous souvenir de ce que vous allez regarder.
Mais le but de ces épisodes n'est pas seulement de raconter une histoire intéressante, mais aussi d'installer de plus en plus l'univers dans lequel l'intrigue se déroule. Et l'univers de Samouraï Champloo est un univers bien singulier et c'est un euphémisme. Comme je l'ai dit dans le synopsis, l'anime se passe durant l'ère Edo, mais une version légèrement différente de cette période. Samouraï Champloo est ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire une période de l'histoire qui a réellement existé, mais à partir de laquelle on procède à quelques modifications dans le but de créer un récit purement fictif. Dans cette uchronie, nous sommes certes entre 1600 et 1800, mais aussi dans un monde où les graffitis existent et où tout le monde s'exprime comme si c'était des jeunes dans les années 80, ou du moins de l'image que je m'en fais dans ma tête. Tout ça fait de Samouraï Champloo une œuvre unique en son genre. Ce mix entre deux époques complètement différentes donne un cachet qui fait qu'il est reconnaissable entre mille. Derrière son intrigue un peu simplette, Fu, Mugen et Jin vont découvrir toutes les facettes de ce Japon un peu fantaisiste. Les meilleurs, mais aussi les pires. L'anime n'hésite pas à parler de sujets assez graves, tels que la traite des femmes à cette époque, ou le refus global de l'influence de l'Occident. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai lancé l'anime pour la première fois, mais je trouve qu'il le fait d'une manière très simple et efficace. Il dénonce là où il faut dénoncer, et il peint un tableau d'un Japon qui gagnerait peut-être à s'ouvrir un peu plus au monde. Derrière ces sujets un peu graves se cache donc une morale très positive, et un message profondément militant. Pour conclure, j'ai envie de parler du plus gros point positif de l'anime Samouraï Champloo. J'ai évité de trop en parler jusque là parce que j'estime que c'est un aspect qui mérite qu'on en parle en profondeur, on va parler de direction artistique. Les rares fois où j'ai pu parler de direction artistique ou DA, c'était pour parler du style de dessin et du style d'animation, mais je dois admettre que je n'ai pas vraiment respecté ce terme. La DA, ça concerne à peu près tout ce qu'on voit, certes, mais aussi tout ce qu'on entend. Le choix des artistes, la validation des OST, des bruitages et des doubleurs, tout ça c'est aussi de la direction artistique. Parfois, et c'est assez rare que ça marche, la DA prend le thème de l'anime complètement à contre-pied, dans le but de créer un décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on est censé comprendre. Mais dans le cas de Samouraï Champloo, on est peut-être sur le cas de direction artistique la plus cohérente et la mieux maîtrisée que je n'ai jamais vue jusque-là. Vous savez, j'ai parlé de Nujabes, de Force of Nature, de Fat John, de Minmi, mais j'ai omis de parler de pourquoi ils ont été choisis et pourquoi leur travail a été aussi impactant sur le succès de la série. Le style de Nujabes collait parfaitement au monde de Samouraï Champloo. Son style de musique qui mélange plusieurs genres de plusieurs époques différentes fait écho à l'anime qui mélange thématiques traditionnelles et monde plus moderne. Fat John est un producteur de rap, Force of Nature est un duo qui produisait du hip-hop. Et aucun de ces artistes n'a été sélectionné au hasard. Ils ont chacun un rôle bien précis, un rôle qui a été soigneusement choisi en amont du processus de production. Le rap est quasi omniprésent dans la BO de Samouraï Champloo, je ne peux pas passer à côté. Et ça colle autant au monde de Samouraï Champloo qu'au caractère de certains personnages. C'est pour ce genre de choix que je considère que la DA de cet animé est une des meilleures qui existent. Ce genre de choix ont offert une postérité à un animé qui s'est achevé il y a presque 20 ans, et c'est ce qui me fait dire qu'une bonne direction artistique c'est pas seulement important pour une production, c'est primordial. Tout ce travail a aussi permis de nous attacher aux trois protagonistes, des humains qu'on a vu se battre, qu'on a vu rire, qu'on a vu parfois pleurer, mais qu'on aura beaucoup de mal à voir partir à la fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Samouraï Champloo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait longtemps que je voulais regarder cet animé, et j'espère que j'ai réussi à lui faire honneur, ainsi qu'au travail de Nujabes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Objectif 2000 abonnés et je sais qu'on peut y arriver. Vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux, et d'ailleurs si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, il y a de grandes chances que je sois en live le soir même. Alors n'hésitez pas à venir discuter, ou de vous moquer de mon niveau sur Elden Ring, je vous en voudrais pas. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, merci de me suivre, et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.